Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous partage le projet Ambassadeur en santé mentale ou pôle prévention-promotion de la santé mentale de la Fondation RHL. Il s'agit de former des jeunes volontaires pour intervenir collectivement et individuellement auprès de nombreux jeunes du même âge, en situation de fragilité sociale, pour réduire la stigmatisation en santé mentale, favoriser le repérage des jeunes en souffrance psychique et orienter vers les dispositifs locaux de prévention et de soins. Ce podcast est en 3 épisodes. Dans ce podcast, au cours de l'épisode 1, Romane Imbert, chargée de mission prévention santé mentale en 2023, nous offre son témoignage. Pour l'épisode 2, je vous partage l'enregistrement de Ludivine Fantin, coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité. Et lors du 3e épisode, vous pourrez écouter le retour d'expérience de Camille et Noémie, ambassadrices en santé mentale dans la région de Clermont-Ferrand. Donnons à présent la parole à Camille et Noémie. Donc moi c'est Camille, j'ai 23 ans. Je suis dans la mission ambassadeur en santé mentale chez Unicité, que j'ai débuté en octobre. Très bien. Et avant tu faisais quoi ? Avant j'étais dans les études supérieures. J'ai fait une licence de psychologie à Clermont-Ferrand, que j'ai obtenue l'année dernière en fait, juste avant le service civique. Et voilà, puis en fait, à la suite de l'obtention de ma licence, je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire une petite pause dans la théorie et de passer un peu à du concret et de m'engager, voilà. Et donc, je suis allée aux réunions d'information pour le service civique ici. Je connaissais pas du tout Unicité à la base. Ouais. Comment t'en as entendu parler ? Par une amie qui a fait déjà un service civique ici dans une mission pour l'environnement, en fait. Et qui m'a dit que c'était vraiment super parce qu'on était en équipe. C'est ce qui prône en fait ici, c'est qu'on ne soit pas seul et qu'on soit tout le temps avec beaucoup de jeunes et qu'on travaille tous ensemble. Et donc elle m'a complètement recommandé si je voulais rencontrer du monde, être au sein d'une équipe, développer certaines compétences par rapport à ça. Franchement c'est vachement bien. D'accord. Et est-ce que le sujet, tu connaissais déjà avant le projet ambassadeur en santé mentale ou quand tu es arrivée sur Unicité, tu savais pas du tout sur quel projet tu allais travailler ? En fait, je me suis renseignée parce qu'en fait, ils mettent des offres sur la plateforme du service civique, en fait, la plateforme nationale. J'ai vu passer justement l'offre d'Unicité sur la mission ambassadeur santé mentale. Et donc, directement, je me suis dit, c'est en lien avec mes intérêts en fait, de base, avec la licence de psychologie et tout ça. Et mon projet d'avenir, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Ça te semblait cohérent oui, par vraiment. rapport à tes études au final, à ce que tu souhaitais faire. Là, tu as vu quelque chose de plus appliqué, c'est ça ? Alors, est-ce que tu peux te présenter, Noémie ? Moi, c'est Noémie, j'ai 21 ans et j'ai un parcours assez similaire à celui de Camille. J'ai fait une licence de psychologie aussi avant de m'inscrire en service civique. Pareil que Camille, c'était du bouche à oreille, donc c'est une amie qui m'en a parlé parce que je cherchais quand même une solution de secours au cas où je n'étais pas acceptée en master, et du coup c'est ce qui s'est passé. Et après j'ai fait mes petites recherches pareil sur le site, j'ai regardé ce qui pouvait me plaire et j'étais quand même intéressée par plusieurs choses, mais c'est la mission ambassadeur santé mentale qui m'a quand même plu le plus. Parce que du coup pareil ça constitue, c'est une continuité à mon parcours et je pense que sur un CV ça peut vraiment améliorer et surtout on se sent utile quand on fait un service civique, et je trouvais que c'était plus intéressant d'être sur le terrain. Oui, surtout par rapport au métier que vous souhaitez faire par la suite. L'idée c'est vraiment d'être en lien, j'imagine, avec des personnes concernées. Donc, oui, c'est ça. Du coup, ça c'est une bonne expérience, et au-delà du fait de travailler sur vos disciplines, c'est aussi le travail en équipe, c'est ça qui peut être intéressant, parce qu'on n'est pas vraiment formé à la fac au travail en équipe. Non, pas du tout. Pas du tout, non, c'est très... moi je trouve qu'à la fac c'est très du travail vraiment solitaire, c'est un peu chacun pour soi, parce qu'il y a la sélection, parce que voilà, il y a de la concurrence. Et même quand on travaille en groupe, généralement à la fac, ça se passe pas très bien. On n'a pas les clés pour réussir en groupe, quoi. Non, franchement, on n'est pas beaucoup formé par rapport à ça.
Bon, c'était vraiment une découverte de travailler en équipe cette année. Non, ils nous ont vraiment formés. Enfin, rien que la première semaine en octobre, quand on arrive en service civique, qu'on découvre notre équipe, en fait, on a toute une semaine de cohésion d'équipe, justement, où on apprend... en fait, toute cette semaine-là, elle est dédiée à ce qu'on apprenne à se connaître. Et pour constituer après nos binômes, vraiment réfléchir aux affinités, aux intérêts, et se découvrir, en fait, bien se connaître pour pouvoir bien débuter l'année, pour travailler ensemble, en fait. Donc c'est vraiment pas fait... on n'est pas lâché comme ça en se disant avec qui je vais travailler. C'est ça. Parce que là, vous êtes combien sur ce projet ? On est 8. 8, d'accord. Avec des personnes, des profils similaires, un peu comme vous, ou des personnes très différentes ? On est tous différents. Il y a quand même des profils similaires parce que je pense que je pense que beaucoup de personnes qui choisissent de s'engager dans la mission santé, c'est qu'il y a un profil qui veut aider en fait, tout simplement, et qui est passionné certainement par la santé et le social. Donc il y a des similarités, mais on vient de parcours différents, on a des âges différents aussi, des origines différentes. Non, c'est assez varié quand même. D'accord. Donc le point de départ, donc, c'est la rentrée en octobre, la présentation au groupe. Donc c'est ça, cette semaine de cohésion. Vous avez appris à vous connaître. Ensuite, quelles sont les étapes après cette semaine de cohésion ? Ensuite, je pense que c'était les formations directement après. C'était quel type de formation ? Celle qu'on peut citer vraiment, c'est le PSSM, c'est les premiers secours en santé mentale. D'accord. On l'a passé à Roanne. Et c'était sur 2 jours de formation. Franchement, c'était super bien. Ouais. Très intéressant. Surtout que c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Oui. C'est plus par rapport aux crises, en fait. C'est savoir gérer des crises. Comment réagir face à quelqu'un qui est en période de crise. Donc c'est vraiment premier secours, quoi. C'est vraiment s'il y a vraiment un besoin urgent. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une crise psychotique, s'il y a une crise suicidaire ou ce genre de choses. Vraiment, ça nous donne des clés très basiques, en fait, mais que le commun des mortels n'a pas forcément, à part si on travaille déjà dans cette discipline. Mais, D'accord. Et donc après cette formation, comment ça s'est construit, ce projet ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Quels étaient les objectifs d'ambassadeur en santé mentale ? Sur un mois environ, je dirais que en novembre, tout le mois, on l'a passé à alterner entre journée de formation et journée avec Ludivine énormément, qui est notre coordinatrice d'équipe et de projet, et qui du coup nous a beaucoup suivis pour nous donner toutes les clés, par exemple comment s'exprimer devant des partenaires, en fait, comment expliquer la mission, expliquer justement nos objectifs, peut-être les rassurer, parce qu'on n'est pas des professionnels, on est volontaires. Donc les rassurer pour leur dire qu'il y aura quand même du professionnalisme, qu'on n'est pas là pour s'amuser et qu'on rend un service quand même qui est de qualité. Et voilà, puis savoir expliquer tout ça et avoir une posture professionnelle. Enfin, on est formé aussi par nos CEP être apte à passer toute l'année ensemble et à être assez professionnel, en fait. D'accord. Quelle était votre mission ? Du coup, ambassadeur en santé mentale, c'est une mission de prévention. D'accord. Donc en fait, nous, on se rend auprès des jeunes de 16 à 25 ans, dans plusieurs types de structures, pour faire de la prévention autour de la santé mentale. C'est un sujet très large, mais vraiment tout ce qui touche à la santé mentale. Et du coup, on participe à la déstigmatisation des troubles et on participe aussi au repérage des jeunes qui sont en difficulté, en danger ou qu'on sent un peu isolés. D'accord. Sur quel public ? Alors sur tout type de jeunes, entre guillemets ? Ou vous vous rendez dans quel type d'établissement pour sensibiliser ? C'est très très varié, en fait. C'est très varié parce qu'on va passer de jeunes, par exemple, qui sont suivis par des missions locales, par exemple, des contrats engagement jeunes, par exemple, pour l'orientation, donc qui ont entre 18 et 25 ans, je crois, ou 16-25. Je crois que ça commence à 16 ans, à l'AFPA, par exemple, ils ont 16 ans. Bon, en tout cas,
On a un public très varié. Souvent, on se retrouve donc avec des jeunes qui finalement auraient pu choisir un service civique aussi. Et ça aurait pu être nos collègues aussi. Donc en fait, et aussi on peut avoir un public, par exemple là on va aller au CFAS. Et en fait là c'est un public de personnes qui a des handicaps mentaux et moteurs. D'accord. Et donc là c'est complètement différent. Par exemple là on doit adapter complètement l'information qu'on donne et l'intervention qu'on organise en fait et qu'on crée. D'accord. Donc on doit se réadapter sans arrêt au public en fait. Et donc ça, en fait, ces établissements avec lesquels vous travaillez, c'était un peu l'idée du démarchage au début, c'est ça ? C'est ces établissements-là que vous avez contactés au départ ? C'est ça. Oui. Et donc c'est vous qui avez choisi quel type d'établissement avec lequel vous souhaitiez travailler ou... En fait, l'année dernière, il y avait déjà une autre promotion. C'était la première promotion de cette mission qui, elle, s'est occupée de créer tout un planning de démarchage et de quelle structure pourrait être intéressée et pourrait bénéficier de nos interventions. Et du coup, nous, on a recontacté ces structures qui ont bénéficié des interventions l'année dernière, voir s'ils étaient toujours intéressés. Donc, il y en a beaucoup qui étaient toujours intéressés. D'autres où nous, en fait, on avait des contacts personnels, par exemple, ou professionnels. On s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant pour ces structures, pour ces jeunes-là. Donc, parfois, ça peut être des lycées aussi. On a fait un lycée agricole aussi. Sur des classes un peu plus jeunes. Enfin, voilà. Il n'y a pas de limite. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de limite. Après, il faut que ça réponde à des besoins aussi de la part des bénéficiaires. Et après, à partir du moment où ils sont intéressés, où ça peut les... Oui, c'est ça, les intéresser, en fait, il n'y a pas de barrière, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez eu des blocages ou des difficultés justement avec certains... Enfin, pas forcément pour les citer, hein, mais est-ce que c'était complexe cette phase de démarchage ? Est-ce qu'il y a des établissements qui sont un peu réticents sur ces sujets-là ? Oui, ça peut arriver. C'est pas la majorité. La majorité du temps, en fait, on a des rendez-vous, on explique bien la mission et puis les gens sont plutôt contents en fait de ce qu'on fait. Après, oui, évidemment, y a des partenariats qui aboutissent pas en fait, par manque de temps ou parfois peut-être derrière c'est peut-être une peur d'accueillir des jeunes. Le service civique, des fois, c'est pas forcément clair dans la tête de tout le monde en fait de ce que c'est exactement. Si on est vraiment des professionnels ou non, qui on est tout simplement. Donc des fois ça peut bloquer comme ça. D'accord. Voilà. Oui, peut-être un problème en termes de légitimité sur un sujet qui est quand même assez spécifique, la santé mentale, et qui est encore un peu tabou aussi. Enfin, j'imagine, c'est vous qui pouvez me le confirmer, mais est-ce que vous sentez que c'est encore compliqué pour les gens de parler de santé mentale ? Est-ce que il y a encore des difficultés à en parler librement entre les jeunes ou même les professionnels. Je sais, est-ce que vous l'avez ressenti, ça, que c'était quand même un sujet complexe ? Tout dépend des jeunes auprès desquels on intervient, mais je trouve que la plupart du temps, c'est quand même assez dur pour eux de libérer la parole et d'en parler devant des camarades qu'on ne connaît pas forcément, ou même avec nous, ils ne nous connaissent pas du tout au départ, donc c'est quand même compliqué pour eux de dire des choses personnelles ou même juste leur avis. Et après, avec les professionnels, je trouve que ils sont ouverts, mais il y a quand même cette peur de ce qu'on va dire et de ce que leurs jeunes peuvent dire aussi. Oui, il y a une espèce de peur peut-être d'aborder certains sujets aussi où ils se disent que c'est un peu sensible sur les bénéficiaires, ce qu'on peut comprendre, mais des fois faut justement aller parler de ces sujets-là parfois pour prendre en charge le jeune et l'orienter en fait vers des professionnels. Et en fait parfois, après ça c'est mon avis, mais parfois certains ont peur et justement mettent beaucoup de limites sur certains sujets, peut-être trop, où au final derrière nous on peut se retrouver en difficulté parce qu'au final notre intervention est un peu lissée, on va dire, par rapport aux besoins. Bon, ça peut être quelque chose qui est embêtant, mais après c'est pas arrivé souvent. D'accord. Mais ce qui veut dire qu'il y a un vrai travail et pour vous une véritable utilité finalement à sensibiliser et à
déstigmatiser en fait la santé mentale. Il y a encore des freins, il y a encore quand même... C'est encore assez complexe dans la tête de beaucoup de monde. Concrètement, alors comment ça s'est passé ? Vous vous rendez donc auprès des établissements. Qu'est-ce que vous leur proposez en fait concrètement ? Des ateliers, des conférences ? Comment ça se passe ? C'est sous forme d'ateliers du coup. D'ateliers où on est 2 intervenants du coup. Souvent on propose un rendez-vous de présentation en fait du projet, de comment on peut l'appliquer à leur structure, comment on peut répondre à leurs besoins aussi, parce que selon les structures, les types de personnes diffèrent sans arrêt, donc il n'y a pas les mêmes besoins du tout. Donc on doit s'entretenir avec eux avant pour après construire une trame d'intervention. Parfois ils nous la demandent en amont ou alors on leur donne des exemples pour que ce soit plus simple pour eux. Et parfois ça se fait très facilement sans même avoir de rendez-vous comme ça explicatif, parce qu'ils nous connaissent déjà, ils connaissent déjà l'association, ils ont confiance. Et voilà. D'accord. Et donc vous pouvez vous rendre donc, dans les établissements, et quels outils vous avez à votre disposition pour justement sensibiliser ? Comment on sensibilise à la santé mentale en fait ? De quelle façon ? Il y a plein de manières possibles. Nous, je sais qu'on utilise beaucoup les jeux ludiques et participatifs pour qu'en fait les jeunes prennent vraiment part à l'atelier et que ce ne soit pas juste du sens unique, nous qui parlons et eux qui écoutent. Sinon, il y a aussi les débats mouvants. C'est quoi les débats mouvants ? Alors, les débats mouvants, c'est... Nous, on a préparé des petites phrases, plus ou moins vraies, plus ou moins tabous, sur un sujet. On leur annonce et en fait, ils se placent dans la salle selon leurs avis. Par exemple, sur un mur, il y a d'accord et sur l'autre mur, pas d'accord. Et ils se placent et après, du coup, ça crée de la discussion entre eux et avec nous. Et on discute du sujet questionné. Ouais. L'objectif du mouvant, justement, pour le débat, c'est que c'est intéressant parce que sur des sujets comme ça, c'est bien de garder l'attention des bénéficiaires en les faisant bouger en fait, et en faisant comme une espèce de jeu où on se déplace, comme ça garde l'attention plutôt que d'être assis sur une chaise et écouter pendant 1 heure. Voilà. Puis ça les implique, j'imagine. Oui, c'est ça. Et vous obtenez des bons résultats en faisant ce genre de pratique ? Vous sentez que il se passe quelque chose d'intéressant ? Ce qui est intéressant, c'est vraiment quand il y a des avis qui diffèrent complètement, en fait, qui sont complètement opposés, parce que là, du coup, il y a de la discussion, c'est ce qui crée le débat, c'est bien. Et parfois, on arrive dans des groupes qui sont déjà très déconstruits sur la question, qui ont déjà beaucoup de connaissances, et au final, le côté information qu'on veut donner, ils l'ont déjà, en fait. Donc là, on doit passer à un grade au-dessus, où il faut qu'on aille plus loin en fait avec eux pour pas qu'on s'ennuie en fait, tout simplement. Ça peut arriver aussi selon le niveau en fait du groupe. Donc il a fallu s'adapter tout le temps. D'accord. Et est-ce qu'il a fallu aussi est-ce que vous avez des besoins de formation ? Est-ce que vous vous êtes retrouvés peut-être dans des discussions ou des échanges où finalement il fallait avoir un niveau d'information un peu plus élevé que prévu et dans ces cas-là, comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes senti en difficulté sur... ou pas forcément ? Ouais. Alors, je parle pour ceux qui sont... parce que dans l'équipe, on est plusieurs personnes à avoir eu notre licence de psycho l'année dernière. Et du coup, ça nous donne quand même un sacré bagage pour réaliser la mission vraiment en ayant les épaules pour le faire et toutes les informations en fait. Donc ça, c'est un plus quand même. Donc je pense que les personnes qui ont été en psycho... du coup, se sont lancés dans la mission en étant plus confiants, je pense. Du coup, là, malheureusement, il n'y a personne qui est interviewé qui n'a pas fait psycho, mais je pense que ça peut être un peu compliqué. Certaines questions qui sont posées, quand même, les jeunes, il y en a beaucoup qui ont besoin vraiment de précision. Ils ont des gens en face d'eux qui viennent parler exprès d'un sujet. Ils se disent, c'est des experts. Donc on va poser des questions très précises et des fois faut être honnête en fait dans ces cas-là, juste dire en fait je sais pas, mais par contre toujours savoir orienter en fait. Toujours avoir quand même une réponse derrière et donner au moins une source, quelque chose où le jeune pourra justement s'informer de lui-même en fait. Oui, parce que l'idée c'est ça, si vous êtes un peu relais, c'est ça.
de structures ou de professionnels qui pourront justement les orienter ou les informer davantage sur certains sujets. C'est ça. J'ai cru comprendre que c'était axé sur quelques thématiques, enfin qu'il y a quelques thématiques qui ont été plus mises en avant que d'autres. Oui. C'était sur les sujets les plus... je ne sais pas si c'est vous qui proposez des sujets en particulier ou si c'est les bénéficiaires qui vous ont... Justement, on fait un peu les deux. Ça dépend. Oui. En fait, si vraiment... Enfin, souvent, ce qu'on fait, c'est que la première intervention, on impose un sujet parce qu'on ne les a pas vus encore. Donc, généralement, on va sur de la déstigmatisation très générale. Donc, on reprend quand même de très grosses bases, en fait, par rapport à la santé mentale. Comme ça, on peut évaluer aussi leur niveau de connaissance pour s'adapter. Et à la fin de cette première intervention, justement, on leur demande si... ils ont des sujets de prédilection, s'ils veulent vraiment avoir des informations sur un sujet en particulier. Par exemple, le sujet des addictions revient énormément. Comment gérer des troubles addictifs. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous... Souvent, ils l'écrivent sous post-it et ils nous le remettent. Et sinon, on propose la gestion des émotions, les différences entre anxiété, stress, angoisse, ce qui peut être un peu flou. Donc on va aborder la crise d'angoisse, comment se faire aider. En fait, en plus, à travers les outils en fait, qu'on utilise, c'est des jeux de plateau souvent, des jeux de cartes. Ça va être des jeux qui vont déjà aborder beaucoup de thématiques différentes, très variées. Et donc des fois, on se permet quand même de divaguer, en fait, de s'éloigner du sujet de base, parce que quand on voit qu'il y a... une porte ouverte en fait, un sujet, on y va en fait. Le but c'est vraiment d'échanger avec eux. Donc, d'accord. Voilà. Et ces jeux de plateau, c'est vous qui les avez créés? D'où ils viennent en fait? C'est l'IREPS 63 du coup qui nous prête les jeux. On est en partenariat avec eux. Et ils nous ont formés à certaines techniques d'animation en prévention santé. Et du coup, nous présentent des jeux en fait. Parfois on a des rendez-vous avec eux ou alors on va carrément... dans leur bibliothèque pour aller emprunter des jeux. Et vraiment, c'est super ce qu'ils ont. Donc, c'est très adapté, c'est parfait pour la prévention santé puisqu'ils sont spécialisés dedans. Donc, voilà. Très bien. Et s'il n'y a pas le sujet qu'on recherche, on peut nous aussi... on a la liberté de pouvoir créer nos propres jeux si besoin. D'accord. Très bien. Est-ce que pour terminer, alors surtout souvent sur ce podcast, on évoque ce qu'on appelle les clés de succès d'un projet. Est-ce que pour vous pouvez me citer 3 éléments pour vous qui représentent les points positifs de ce projet, pourquoi il fonctionne, quels sont les éléments de succès qu'on pourrait mettre en avant sur ce projet? Je dirais déjà le fait qu'on est en équipe. Ouais, c'est ce que seul, ça tiendrait pas debout. Ah non. Donc l'équipe en premier. Qui était quelque chose de complexe, mais finalement qui est indispensable. Indispensable, moi je pense, pour cette mission-là, oui, vraiment. Pour ce sujet-là, il faut plusieurs cerveaux là, pour réfléchir et plusieurs visions des choses, la créativité aussi. Ok. Et il faut des personnes différentes. Et de la diversité aussi, ça c'était important aussi. Oui. D'accord. Les formations. Oui. Donc les formations, franchement, elles sont hyper importantes parce que si on n'est pas formé un minimum pour cette mission, on ne peut rien faire. Vraiment. Oui, donc alors quand on parle de formation, ça va être les coordinateurs, c'est tout le travail d'unicité et aussi de l'organisme comment ça s'appelle, de l'IREPS, c'est ça? Oui, mais on a l'Institut Jean Bergeret aussi, qui nous a donné beaucoup de matière en fait. La psychologue en fait de l'Institut Jean Bergeret nous a fait plusieurs formations pour gérer les crises, pour nous mettre un peu en situation. On a fait des jeux de rôle aussi avant de commencer. Comment bien écouter, bien gérer certaines situations. Nous donner vraiment toutes les clés et qu'on se sente un peu armé en fait pour parler de ce sujet qui peut être compliqué en fait. Donc oui, les formations. Puis l'accompagnement par nos CEP, donc par Ludivine. Je pense que quand on débute, on a beaucoup de questionnements, on peut ne pas du tout avoir confiance en nous. Souvent, en plus, on prend un temps pour nous en service civique
pour prendre confiance en nous aussi des fois. Donc le but, ça va être de se challenger un peu, mais on a besoin d'être accompagné. Et alors, donc, comment ça s'est passé alors cette année ? Si on fait un peu le bilan, parce que là ça va faire 6 mois, 7 mois. Moi je dirais que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Je trouve que c'est quand même une expérience à vivre, c'est très enrichissant, autant personnellement que professionnellement. Après c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais justement je trouve que c'est mieux que ce que j'espérais. D'accord. Qu'est-ce que tu as appris cette année alors ? Les points forts un peu de cette année ? Les points forts, je dirais que j'ai pu déjà apprendre à mieux me connaître moi-même. Et du coup, en faisant un travail sur moi-même, j'ai pu déjà étayer mon projet professionnel. On a pu aussi développer notre réseau avec les bénéficiaires avec qui on travaille. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on est beaucoup accompagné par notre CEP sur nos projets d'avenir, qu'est-ce qu'on va faire après, pourquoi on est là. Et du coup, ça permet vraiment de faire une introspection et d'apprendre à se connaître, quoi. Ouais. Tout seul et en équipe, du coup. Ouais. Ça, c'est sûr. Ok. Ouais. Et toi, Camille, un petit bilan ? Eh ben, ouais, je rejoins Noémie là-dessus. Ça s'est bien passé et je trouve que, de mon côté individuellement, j'ai vraiment pris confiance en moi par rapport à l'aisance à l'oral, en fait. Parce qu'en fait, animer un atelier devant 15 personnes qu'on connaît pas, dans des locaux qu'on connaît pas, quand on sort de la fac, on sait pas du tout le faire, en fait, vraiment pas. Ça prend et en fait, c'est vite rentré et j'ai vite pris du plaisir à le faire. Et franchement, c'est un plus en fait. Parce que du coup, dans le milieu professionnel, après, derrière, savoir s'exprimer, c'est super important, se faire comprendre. Et puis voilà, occuper l'espace, donner de l'information, transmettre, c'est des super valeurs, quoi. Donc voilà, personnellement, je suis super contente, ça m'a beaucoup appris. Et surtout sur le travail en équipe aussi. Je le recommande pour ça. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, c'est normal, mais du coup on apprend aussi à travailler en équipe, gérer les conflits aussi, gérer les personnalités qui sont peut-être plus fortes que d'autres, et ça je trouve que c'est très très enrichissant aussi. C'est clair. Ça c'est tous les aspects positifs, alors un peu négatifs aussi, tu dis, négatifs, du moins les obstacles on va dire, parce que négatif c'est des obstacles. Donc justement, c'est les principales difficultés que vous avez pu rencontrer cette année et comment vous avez réussi à contourner ? Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal sur le démarchage parce que j'avais, pareil, pas du tout confiance en moi avant le service civique. Et je trouve qu'aller vers des professionnels pour se présenter et proposer nos services, quand on se sent plus ou moins légitime, c'est très compliqué, mais du coup, justement, avec le travail en équipe, on arrive à compenser et on arrive toujours à trouver des solutions pour pallier aux difficultés. Donc ça, c'était cool. Mais c'était quand même très, très dur au début. Après, moi, je dirais que le plus gros obstacle, c'était quand même le travail en équipe. Parce que quand on n'est pas d'accord, c'est ça. Très compliqué. Surtout à 8. 8, c'est quand même une grosse équipe. Et quand il y a des désaccords, pour accorder tout le monde, c'est compliqué. C'est ça. Et encore 8, sans compter là-dedans, parce qu'on est en bimission cette année. Okay. Donc nos semaines, elles s'organisent autour des 2 missions, en fait. Autre que l'ambassadeur en santé mentale ? D'accord. Donc en fait, c'est comme si on avait 2 équipes. Oui. C'est pas les mêmes personnes ? Non. D'accord. C'est quoi cet autre projet ? Ça s'appelle Tous dehors. Ah oui, vous en aviez parlé. Et c'est de l'animation à l'extérieur avec les enfants de 3 à 15 ans, je crois, qu'on peut aller. Et ça nous prend aussi une bonne moitié de la semaine, en fait. On a beaucoup d'interventions aussi. Et là, on est en collaboration, en équipe, avec une autre mission d'unicité, donc d'autres jeunes qui sont mineurs, pour la plupart, et qui s'appellent les boosters. Et en fait, ils sont en service civique alterné au lycée pour reprendre leurs études. D'accord. Parce que c'est des jeunes qui ont été déscolarisés, en fait, et qui reprennent un bac. Et à côté de ça, ils sont
en alternance chez Unicité en fait. D'accord. Ah oui, donc ça fait beaucoup de choses. Oui. Et donc ils sont quand même très nombreux. Ouais. On n'a pas le même âge. Ouais. Et là, pour le coup, on a vraiment des profils très, très différents. Donc, en fait, oui, le travail en équipe, du coup, il a fallu s'adapter, là. C'est ça. Ouais. Mais voilà, donc avec à la clé une véritable expérience, j'imagine que c'était très, très formateur. Est-ce que pour la suite, qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine ? Vous avez des idées déjà de ce que vous allez faire ou pour la rentrée Du coup, moi je vais retenter la sélection en master. Donc là, j'ai fait mes inscriptions. Les réponses arrivent très prochainement, d'ici juillet. Okay. Croise les doigts. Et du coup, mon but, c'est d'obtenir un master en psychologie pour devenir plus tard psychologue en PJJ. D'accord, ok, très bien. Voilà. Est-ce que c'est justement cette année-là qui t'a permis d'affiner un peu pour la PJJ ou pas, ou tu avais déjà cette idée-là ou ça t'a conforté ? Oui, voilà, ça m'a plutôt confortée parce que j'avais quand même déjà des idées. J'avais pensé à la PJJ, mais j'avais aussi visé d'autres secteurs, mais aussi dans la criminologie et la victimologie. J'avais aussi pensé au centre hospitalier ou des choses comme ça, mais c'est vraiment le service civique avec les expériences avec les enfants, avec les rencontres avec les professionnels. Ça m'a vraiment confortée dans mon but de devenir psychologue en PJJ. Ouais. Super, belle ambition. Ça va pas être simple. Non. Mais c'est beau, c'est chouette. Et alors, et toi, tu as un projet pour la rentrée ? Oui, du coup, moi cette année, le but c'était quand même de faire une grosse pause dans les études, du coup. Donc là, je pense que l'année prochaine, ça sera. Donc, je vais postuler pour la première fois en master du coup de psychologie, parce que là pour le moment, j'ai encore jamais postulé. J'étais pas sûre. Donc, je vais quand même essayer. Et aussi peut-être rentrer en école d'éducateur spécialisé. D'accord. Voilà. Okay. Et est-ce que c'est cette année-là qui t'a orienté davantage ou oui. Parce que prendre du temps, en fait, prendre un peu de recul sur ses études, sur son projet, dans tous les cas, c'est toujours bénéfique pour savoir où on en est et ce qu'on veut faire. Super. On termine là-dessus ? Merci beaucoup. Je pense qu'on a tout. Merci. Merci à vous et bravo pour votre engagement. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Camille et Noémie pour leur engagement auprès des jeunes. Les éléments retenus à travers ce 3e épisode. L'importance du travail en équipe et du collectif. Le service civique pour se découvrir soi-même et prendre confiance en soi. Un moment pour soi et pour les autres. L'efficacité de l'éducation pair à pair dans le projet Ambassadeur en santé mentale. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, nivelet, @apogée-6ess.org. À très bientôt.